Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi d'être parmi vous pour partager un petit moment de contes, de légendes et d'histoires. Dans le cadre de Relevé de Conteur, mon cher Christophe m'a invité et convié à prendre la parole. Tout de noir ou de gris vêtu, soit vous ne pouvez pas le voir, je vais vous parler aujourd'hui d'une créature que l'on rencontre beaucoup, très souvent, dans les contes et légendes, les corbeaux. Depuis le temps que j'exerce ce métier, je raconte des histoires de corbeaux depuis de nombreuses années. Alors, au bout d'un moment, je me suis dit qu'il fallait s'y coller, comme dirait l'autre, se coller à ce noir plumage. Bien évidemment, les collectages ici ou là m'ont permis de rencontrer, de découvrir les différents visages de cet oiseau noir. Oiseau de mauvais augure, ou encore messager dans des séries d'heroic fantasy très plébiscitées, ou encore simplement ragoteur, écrivant des messages avec quelques modestes collages, allez savoir. Les corbeaux sont là depuis toujours, et certains disent même qu'ils nous enterreront. Enfin, trêve d'histoire, voyons l'animal. Il paraît, si on en croit certains documentaires que j'ai pu voir grâce à mon ami Christophe, toujours de bons conseils, que ces animaux, les corbeaux, font partie des animaux les plus intelligents qu'ils soient, du moins du côté des oiseaux. Ils ont une capacité à s'organiser, à décoder des mécanismes, bref, à toujours s'en sortir. Et c'est bien pour cela qu'on les trouve dans les contes et légendes depuis toujours. Sous quelle forme ? Oh, très souvent, un animal juste de passage, un petit élément dans le récit ou simplement une information va être donnée par le corbeau. Ça, c'est assez fréquent. Mais bien évidemment, il existe de nombreux contes de corbeaux liés à des contes de transformation et ou à des trames de contes du diable où le corbeau a le mauvais rôle, comme vous pouvez vous en douter, et fatalement il va se faire détrôner ou coincer par le héros de l'histoire. Ça, c'est assez fréquent dans des contes plutôt, on va dire, d'Europe de l'Est, de Russie, d'Allemagne et en France. Ce sont des trames assez fréquentes. Et enfin, c'est là où ça commence à devenir intéressant, c'est que les corbeaux sont dans tous les contes et légendes de tous les pays, avec des positions plus ou moins improbable, si je puis dire. Et alors, je me ferais une grande erreur, une grande omission si je ne vous parlais pas de grands corbeaux. Chez les Amérindiens, le grand créateur, le créateur de toutes choses et du monde, c'est Grand Corbeau. Et oui, ce n'est pas un monsieur barbu avec une longue barbe blanche, suspendu dans son jardin de nuages, au pied d'une montagne noire. Non, pas du tout, non. Grand Corbeau, c'est le grand créateur des Amérindiens qui a créé le monde et les êtres humains pour mieux s'en amuser. Espiègle, totalement immoral, versatile, lunatique, malveillant ou simplement égocentrique, il va à chaque fois agir dans son propre et unique intérêt. Jamais pour les autres, parce que c'est lui qui a créé les autres. Pourquoi s'embêterait-il à s'en occuper une fois de plus ? Non mais, il n'a pas que ça à faire, hein. Alors les histoires de grands corbeaux
comptées chez les Amérindiens sont bien évidemment très nombreuses et il est le pendant, on va dire, aérien d'un dieu tout aussi ancien, mais du fin fond de la mer, qui est la déesse Sedna, la reine mère de la mer, qui a ses cheveux qui s'en mêlent parfois, avec des algues, avec des tas de choses qu'on peut trouver au fin fond des océans. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on est bien embêté. Chez les Amérindiens, on n'a plus rien à pêcher. Forcément, les créatures aquatiques viennent se coincer dans ses cheveux. Alors, chez nous, on appellera ça un sacrifice. On envoie le plus jeune des pêcheurs, qui plonge dans l'eau et vient coiffer, peigner la chevelure de la déesse Sedna, et la vie reprend son cours. C'est peut-être le seul point négatif que peut apporter la déesse Sedna. Sinon, elle met toujours à l'épreuve. Ce qui n'est absolument pas le cas de Grand Corbeau. Alors, parmi ces méfaits chez les Amérindiens, c'est grâce ou à cause de lui, question de point de vue, qu'on aurait découvert la lumière. Oui, en ce temps-là, à cette époque-là, la lumière n'existe pas. Elle est enfermée dans un coffre détenu par un vieux monsieur. Et bien entendu, Grand Corbeau va jouer de tous ces stratagèmes les plus compliqués, les plus absurdes, les plus improbables pour récupérer cette lumière. Et que va-t-il en faire ? Simplement prendre cette boule de lumière de tout l'univers dans son bec, voler et croisser à qui veut bien l'entendre, acheter toute la lumière de tout l'univers. Bien évidemment, cela va agacer son grand ennemi, Grand Aigle. Grand ennemi depuis toujours. Et c'est en l'attaquant que Grand Corbeau va finir par lâcher cette boule de lumière et la répandre sur la terre et dans le ciel. Alors comme quoi que son égocentrisme peut apporter quelques idées lumineuses, si je puis dire. Alors je vois que la question taraude certains des auditeurs, notamment de mon cher Christophe, mais pourquoi donc Corbeau et Grand Aigle sont de grands ennemis? Alors là, c'est une histoire qui existe dans de nombreuses versions. Il paraîtrait qu'un jour d'entre les jours, à ce qu'on m'a raconté, allez savoir si c'est vrai, eh bien, Grand Aigle eut une mission importante. Alors là, on est dans une toute autre culture, et Corbeau n'est pas le grand dieu créateur dans cette histoire-là, un simple messager. Il a une grande mission, Grand Aigle, une grande question que se posent les hommes. Ils viennent d'être créés. La vie est ainsi née, mais elle dure combien de temps? Ils ne le savent pas. Alors, ils vont demander au grand créateur quand s'achèvera leur vie. C'est une question très très simple, que Grand Aigle s'en va poser au grand créateur, car lui, il s'est volé haut, très haut. Il vole, et en chemin, il croise un corbeau qui lui dit « Mais qu'est-ce que tu viens faire par là ?» Grand Aigle lui explique « Ah, tu dois porter ce message. Écoute, tu as fait la moitié du chemin, je suis là pour t'aider. Je vais poser la question au grand créateur. » Confiant, Grand Aigle redescend. Corbeau vole. Et après,
Les versions divergent sur ce conte. Qu'a-t-il vraiment dit au grand créateur? Oh là là, je ne me risquerai pas dans une version totalement officielle de ce récit, mais tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il ne nous a pas donné une durée très très longue. Par contre, il s'est accordé une durée de vie très très longue, le corbeau. Et en effet, les corbeaux vivent longtemps, fort longtemps. Quand les hommes ont été désespérés d'apprendre cette nouvelle, ils se sont retournés contre Grand Aigle qui a compris le stratagème, et dès lors, Grand Aigle et Corbeau ne sont plus les meilleurs amis du monde. Sacré farceur, ou d'un ton de la farce. Comme avec un autre conte qui vient des Inuits. Allez savoir pourquoi. En ce temps-là, à cette époque-là, parmi les oiseaux, parmi les créatures du monde, il y a deux meilleurs amis du monde, corbeau et hibou. Mais voyez-vous, pour se reconnaître, ce n'est pas évident parce que en ce temps-là, à cette époque-là, tout est blanc. Tout blanc. Le ciel, la terre, le sol et tous les animaux sont blancs. C'est pas évident pour se reconnaître. Alors, un jour d'entre les jours, Corbeau propose à son ami: et si on se coloriait? Oh, voilà une excellente idée, dit Hibou. Allez-y, mon cher ami, c'est vous qui l'avez eu. Et hop, il vole, plonge dans la cheminée d'un igloo, trempe ses pattes dans l'huile de graisse de phoque qui permet de faire brûler la lampe à huile. Il en ressort et il se met à peindre, à peinturlurer hibou de touches de gris et de noir. Une fois terminé, il propose le miroir à son ami, qui n'est autre que la glace, la banquise, si vous préférez, lorsqu'il se voit. Il dit: oh, je suis beau, oh, j'ai le corps beau, sans mauvais jeu de mots, mais bon, je vais faire mieux que vous. Et hibou vole, plonge dans la cheminée d'un igloo, et ce n'est pas le igloo de n'importe qui, c'est celui de monsieur le peintre. Il prend toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et il se met à peindre Corbeau d'une couleur sans pareille, de toutes les couleurs. Et lorsqu'il le voit et qu'il admire son reflet, il se dit: oh non, ça ne va pas, il est plus beau que moi. Alors il trempe ses pattes dans l'huile de graisse de phoque et il peint Corbeau tout en noir. Et il s'envole. Corbeau est surpris, ne comprend pas que son ami le quitte aussi rapidement. Alors il regarde son reflet et lorsqu'il constate qu'il est tout de noir vêtu, pour sûr, Corbeau et Hibou ne sont plus du tout les deux meilleurs amis du monde. Alors, comme vous pouvez le constater avec ces deux petites histoires, Corbeau n'a pas beaucoup d'amis. Et pourtant, il peut être serviable, et pourtant, il peut lui arriver des histoires pas toujours très catholiques, si je puis dire. Par exemple, en ce temps-là, à cette époque-là, dans ce pays-là qu'on appelle la Pologne, se trouve un petit village. Un petit village où il fait bon vivre car les plantations poussent fort bien. Et pour cause, tout autour, à proximité d'une grotte, se trouvent des oiseaux noirs, des corbeaux qui veillent au grain, comme qui dirait, tout en prenant soin de prendre leur propre part au butin. Et même si cela peut effrayer certaines créatures, eh bien les humains peuvent cultiver en toute tranquillité. Et voyez-vous, ils commencent
à leur donner à manger, des offrandes à boire dans cette grotte, et c'est ainsi que le village se met à prospérer. Il s'étend, il devient une ville où il fait bon vivre. Certaines personnes se disent que c'est tout de même bizarre, mais la plupart se disent que c'est bien de vivre en compagnie de ces oiseaux noirs qui croissent en permanence. Et le temps passe, 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 passe. Et cette ville devient très grande, très importante en Pologne. Et c'est alors qu'arrive un grand moment, l'Inquisition, le moment où la religion catholique décide de prendre le pouvoir, de répandre la bonne parole et donc d'interdire tous les rites païens, quels qu'ils soient. Et lorsqu'ils arrivent dans cette ville, envahis, infestés de corbeaux avec cette grotte immense remplie d'offrandes, ils se mettent à l'ouvrage. Et autant vous dire que les corbeaux leur donnent du fil à retordre. Mais les inquisiteurs ont plus d'un tour dans leur sac. Et le moyen qu'ils trouvent pour mettre fin à cet envahissement, c'est d'attacher autour du cou des corbeaux des cailloux, des pierres, les immobilisant au sol pour mieux les frapper ou les noyant. Et lorsque cette ville est complètement nettoyée de ces oiseaux noirs, les citoyens rigolent, ricanent, parce que les catholiques disent que, enfin, c'est terminé avec cette absurdité. Ils disent, oh oui, ils sont partis. Mais bon, ils sont restés dans le nom de la ville. Cracovia, du croissement des corbeaux. Ce conte étiologique, l'origine du nom de la ville de Cracovie, est aussi représentatif de tout un versant des contes de corbeaux qui sont des contes plus sombres, plus négatifs, où l'oiseau devient la victime et non le bourreau. Alors, les histoires sont nombreuses, les motifs sont incalculable et je ne me permettrai pas de dresser un panorama du croissement des corps vidés dans les contes et légendes de tous les pays du monde. Non, 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 je n'en ai pas cette capacité. Mais néanmoins, ce qui m'a intéressé dans ce travail de recherche de répertoire, c'est de trouver des petites perles, des histoires où le corbeau a un rôle différent, où l'histoire flirte avec l'absurde. L'absurde qui est présent dans certains contes et légendes, mais qui n'est pas la dimension la plus répandue. La narration ne souffre pas toujours la loi du non-sens, même si dans certaines civilisations, chez les Japonais, chez les Tziganes, on a quelques perles en matière de contes absurdes. Et l'un d'entre eux, qui a été déjà conté sur ces ondes par un conteur que je salue, mais vous le reconnaîtrez quand je le citerai, c'est un conte de corbeau qui vient de Turquie, mais aussi d'Europe, Corbeau et l'épine. Alors, je ne vais pas vous la raconter de nouveau, mais là c'est un conte type en étapes où le corbeau va planter une épine dans la patte et à chaque fois dans un village va demander qu'on prenne soin de son épine. Et à chaque fois, l'épine va être brûlée par une bougie, alors il va dire c'est l'épine ou la bougie, puis il va prendre la bougie et il va la confier à quelqu'un, il viendra la chercher, comme il ne vient pas, on utilise la bougie, et la bougie est d'étape en étape
à chaque fois, le corbeau va remporter l'objet de ses désirs. Et sans le vouloir, il va libérer une pauvre fille d'un mariage forcé, qu'il va venir déposer. Ben oui, parce qu'il a récupéré une mariée dans toutes ces négociations. Un fin commerçant, le corbeau. Il va la donner en mariage à un berger qui joue de la flûte à bec. Alors, l'histoire ne dit pas s'il est devenu un grand concertiste, mais j'ose imaginer qu'avec son croissement insupportable, le sifflotement dans une flûte à bec ne devait pas être très agréable à entendre. Les contes et légendes ont toujours été habités par les corbeaux, les oiseaux noirs. Alors c'est vrai que dès qu'on voit un oiseau dans le ciel, on se dit c'est un corbeau, mais cela pourrait être une corneille, cela pourrait être un merle qui vole de l'or. Et le motif des corbeaux est si présent qu'il a envahi non seulement les contes et légendes, mais aussi la littérature fantastique. Je faisais un petit clin d'œil au début de mon récit en parlant d'une série très connue où on parle d'un fameux trône de fer, mais le corbeau est extrêmement présent parce qu'il est d'une part le messager, et oui, ce ne sont pas des pigeons voyageurs, mais on envoie un corbeau, et d'autre part, l'un des personnages est habité par une vision mystique, une vision fantastique qui est celle de la corneille à 3 yeux, qui permettrait de voir au-delà, dans un autre monde, un entre-monde, si vous préférez. Alors pourquoi la littérature d'heroic fantasy s'intéresse-t-elle au corbeau ? Eh bien, d'une part, pour son motif, on va dire, ouvrez les guillemets, gothique. Oui, la plupart du temps, dans les films de vampires, chez Tim Burton et autres écrivains de cette période gothique, les Mary Shelley, les John Sheridan, le Fanu, etc. Le corbeau, Edgar Allan Poe, j'allais l'oublier, qui a d'ailleurs consacré l'un de ses poèmes, Nevermore, jamais plus, à la figure du corbeau. Poème très très absurde d'ailleurs quand on y réfléchit bien. Eh bien, bien entendu, ce motif gothique, je referme les guillemets, intéresse fortement les écrivains d'heroic fantasy. Mais il y a une deuxième raison à cela, c'est que le corbeau fait partie intégrante d'un autre volant des contes et légendes qui sont, on va dire, les contes vikings, les sagas. Vous allez me dire pourquoi ? Eh bien, Odin, le grand dieu lui-même, le père de toutes choses, avait sur ses épaules 2 corbeaux, qui étaient une sorte de conscience, pas forcément la Jiminy Cricket, avec le petit diablotin et le petit angelot, non, simplement des personnages qui donnaient leur avis, leur point de vue philosophique, éthique sur telle ou telle décision à prendre par le grand Dieu. Alors, je pourrais continuer de parler longtemps, mon cher Christophe le sait, sur la créature fantastique qu'est le corbeau. Je pourrais vous évoquer, vous citer, vous raconter de nombreuses histoires, mais alors là, cela prendrait beaucoup de temps. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous affirmer, c'est que le corbeau est partout, présent dans les contes, les légendes urbaines. La mythologie, oui, j'allais oublier de citer que le corbeau était le grand ami, l'animal de compagnie d'Apollon.
Ah oui, je me permets une petite incartade, si on ne parle pas de la mythologie grecque tout de même, ça sera bien dommage. Apollon, le dieu des arts, le dieu de la musique, un corps parfait, comme chacun sait. Enfin, il est une époque où il a eu un certain laisser-aller, si je puis dire, mal rasé, suant, bedonnant, car il avait perdu l'amour de sa vie. Eh oui, à cause de qui? De son ami de bonne compagnie, Corbeau, au temps où il était blanc. Eh oui, le corbeau d'Apollon est tout blanc, jusqu'à ce jour-là. Ce jour-là où un homme débordé, enfin un homme en Dieu débordé, agenda de ministre, vous imaginez, il est célébré par-ci, par-là. Donc il doit aller assister à l'une de ces cérémonies et qui est faite en son honneur. Alors il laisse sa belle Coronis, une humaine, dans sa petite maison avec son bébé qui va bientôt naître. Autant vous dire que Apollon, donnant naissance à un enfant né d'une humaine, cela ne plaît pas à Artémis, à sa sœur jumelle, qui a toujours un carquois rempli de flèches et un arc bien tendu. Elle voit ça d'un mauvais œil, mais lui dit « Mais non, ça va aller, ça va bien se passer. » Mais elle va surveiller, bien entendu. Et il dit à son ami « Surveille bien la maison, que rien ne lui arrive. » Et il s'en va, à pas de dieu, à pas de géant. Cela pourrait prendre du temps pour nous les humains. Mais lui, il y va très rapidement, il se fait célébrer, il se fait convoiter, il se fait aduler, et soudain l'oiseau blanc arrive et lui dit « Coronis, tu trompes avec un humain. » Alors, il s'en va à pas furieux de Dieu. Il arrive dans la maison, mais Artémis est déjà passé par là. Le cœur et le ventre transpercés de flèches. C'était à lui de le faire. Il est dans une colère noire, une colère de tous les dieux. Ne croyez pas si bien dire. Oh, il ne peut pas en vouloir à sa sœur. Elle avait raison alors. Il regarde son oiseau blanc et lui dit « Oiseau de malheur, tu n'as pas su tenir ton bec. Tu ne mérites pas ta couleur blanche. Désormais, tu n'annonceras que des mauvaises nouvelles. » Et d'un geste divin, il le repeint de couleur noire. Oh, dans de nombreux pays, on apprend pourquoi et comment Corbeau est devenu noir. Sa couleur demeure un mystère. Et si jamais un jour, quelqu'un a la vraie réponse à cette grande question, s'il vous plaît, laissez-moi un message sur Radio Plus, que Christophe puisse me le dire, car j'aimerais avoir la vérité, même si je suis persuadé que dans ce domaine-là, de vérité, il n'en existe pas, juste une multitude.